il y a des aspects essentiels de l'éducation qui doivent être modifiés. L'éducation, je pense, à tous les niveaux, offre toujours des opportunités pour l'améliorer sans cesse. Docteur Chris Strass, c'est moi qui travaillant avec certaines des meilleures universités, mais collaborant également avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, faisant aussi partie du Collège royal des chirurgiens vétérinaires et dirigeant maintenant une entreprise technologique d'intelligence artificielle Kifai. C'est un Spin-off de l'Université de Surrey avec l'ambition de donner plus de pouvoir aux éducateurs. Lorsque nous développons nos compétences et que nous éduquons, lorsque nous augmentons les capacités des gens, que ce soit par le mentorat ou par la technologie, nous pouvons tous collectivement accomplir davantage et, encore une fois, rendre le monde meilleur. Docteur Chris Trace, vous avez un parcours remarquable. Et ce que j'aime dans votre parcours, c'est que vous êtes une personne qui touche à beaucoup de domaines différents, de l'éducation, et vous avez travaillé avec certaines des meilleures universités, mais vous avez aussi collaboré avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et fait partie du Collège royal des chirurgiens vétérinaires. Et maintenant, vous dirigez une entreprise technologique d'intelligence artificielle qui construit des choses incroyables. Concernant l'avenir de l'éducation et de la technologie, car vous touchez à de nombreux domaines. Alors tout d'abord, ma première question est, si tu demandais à ton toi de 12 ans où tu en es aujourd'hui, comment réagirais-tu? Je ne l'aurais pas cru, donc certainement, je pense que mon moi de 12 ans pensait probablement que j'allais devenir vétérinaire et que ça s'arrêterait là. Mais le destin en a décidé autrement et j'ai adoré le parcours que j'ai suivi. Je suppose qu'en partie je ne serais pas si surpris, parce que même à 12 ans, j'étais assez ouvert à dire oui aux choses, à essayer, à voir où la vie pouvait m'emmener. Donc, même si ma carrière a été assez sinueuse et qu'elle a touché à de nombreux domaines différents, elle a toujours été guidée par la volonté d'améliorer les choses, d'essayer de rendre le monde meilleur, essentiellement, en trouvant des moyens d'avoir un impact positif, ce que je pense continuer à faire aujourd'hui. Fantastique, c'est excellent. Tout d'abord, je dirais que votre parcours académique est vraiment impressionnant parce que vous êtes en fait, et bien sûr parmi vos distinctions, vous êtes aussi le trésorier de l'éducation vétérinaire à l'échelle mondiale, ce qui est assez intéressant et enthousiasmant. Mais également, vous avez été professeur à l'université de Surrey, où en fait votre startup Kif.ai a vu le jour. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ce parcours? Comment vous avez commencé votre parcours académique, puis comment, à partir de votre formation, vous êtes devenu enseignant et tout ce cheminement. Mon parcours a débuté avec l'obtention de mon diplôme de chirurgien vétérinaire au Royal Veterinary College. Je suis entré dans le domaine de l'éducation un peu par hasard, sans vraiment le vouloir, car j'avais l'intention de travailler en clinique vétérinaire, mais pour diverses raisons de santé, je n'ai pas pu le faire au moment de l'obtention de mon diplôme. J'ai eu la chance de travailler avec certaines équipes de cette institution pour améliorer l'enseignement, alors j'ai essayé cela pendant un certain temps et ensuite tout s'est enchaîné. J'ai eu l'occasion de développer certains systèmes et d'améliorer certains processus. Ça m'a vraiment enthousiasmé. J'ai commencé à donner des cours à certains étudiants. Vous savez, j'étais étudiant moi-même et puis j'étais retourné leur parler. J'ai beaucoup apprécié aussi. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais accro. Je me rendais compte que l'impact que j'avais sur le bien-être animal ne venait pas des animaux que j'allais sauver moi-même en tant que vétérinaire, mais de l'influence que j'avais sur tous les étudiants en médecine vétérinaire que j'aidais à former. J'essayais d'améliorer chacun d'eux du mieux que je pouvais. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence pour moi, pour être franc. Donc cela m'a amené à avoir l'opportunité de participer à la création d'une nouvelle école vétérinaire. L'Université du Surrey a lancé une école vétérinaire en 2013, accueillant ses premiers étudiants en 2014. Et je les ai rejoints dès le début avec cette passion pour l'éducation, mais aussi pour la technologie. J'avais utilisé la technologie pendant mes années d'études et depuis lors,
Et oui, je suppose que je me suis vraiment épanoui là-bas. J'ai eu le privilège d'avoir des mentors encore plus formidables, qui m'ont aidé à grandir dans ma façon d'enseigner, dans la manière dont j'avais un impact sur le monde. J'ai réussi à décrocher quelques prix en chemin. Je suis devenu National Teaching Fellow en 2020, ce qui est une distinction britannique qui reconnaît l'excellence dans l'enseignement. Cela était principalement basé sur mon travail à l'école vétérinaire et sur les outils et systèmes technologiques que j'ai développés. Je suppose que ce prix m'a donné une certaine notoriété et j'ai ensuite porté ma passion pour la technologie éducative à une échelle plus large, où je suis devenu responsable de l'apprentissage numérique pour toute l'université. À ce moment-là, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes qui soutenaient les enseignants dans toutes les disciplines, et j'ai rapidement réalisé que tout ce que je pensais savoir sur l'éducation était très spécialisé, et qu'en réalité, le reste du monde n'enseigne pas, n'apprend pas et n'évalue pas les choses comme le font les vétérinaires. Les vétérinaires ont une façon bien particulière de faire les choses. Ça a vraiment été un moment de transformation pour moi parce que je commençais à voir une fois de plus que l'impact que je pouvais avoir sur l'éducation ne devait pas se limiter au monde vétérinaire, il pouvait être plus large. Et certaines des solutions que je développais pour l'enseignement vétérinaire avaient d'énormes avantages dans d'autres disciplines et dans des domaines qui m'ont presque amené jusqu'au moment où je me suis impliqué avec Keith Intelligence Artificielle. Parce que, en tant que responsable de l'apprentissage numérique, une grande partie de la réflexion portait sur la façon dont l'université gérait l'intelligence artificielle. Beaucoup de ces questions m'étaient adressées, notamment en ce qui concerne les politiques d'intelligence artificielle dont nous pourrions avoir besoin, les moyens de soutenir les étudiants et le personnel dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi la manière dont cela pouvait représenter un risque pour les processus d'intégrité. Et donc, je me suis impliqué dans Case Intelligence Artificielle pour les soutenir au départ, et je suis devenu, je suppose, de plus en plus passionné par leur mission qui était très similaire à la mienne, essayer d'autonomiser les éducateurs et de libérer le potentiel, vous savez, du système, de ce que les gens peuvent faire, de ce que l'éducation peut accomplir. Donc cette année, j'ai rejoint Keith Intelligence Artificielle à temps plein en tant que directeur académique. Donc depuis février, je fais cela et je travaille maintenant avec des universités du monde entier ainsi qu'avec des écoles et d'autres institutions pour essayer d'améliorer l'éducation. Pour maximiser son impact, Donc, je tiens à souligner l'importance que tu as accordée au rôle des mentors dans ta carrière. C'est un élément essentiel. Donc, tout d'abord, si tu pouvais développer là-dessus, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai enseigné. Comme mon public le sait, malgré mon emploi du temps chargé, je donne de nombreuses conférences en tant qu'invité. L'une des choses que je pense que notre système académique n'est pas terminé, c'est pour les deux choses dont vous êtes un expert. Donc, vous êtes le responsable de l'éducation numérique pour Surrey, qui reste l'une des meilleures universités du Royaume-Uni et même dans le monde entier. Donc, parlez-nous de la façon dont vous voyez le mentorat. Parce que je pense que tout le monde a besoin d'être mentoré, de Steve Jobs à Eric Schmidt. En fait, il y a eu un hommage fantastique de la part de Mary Schmidt à l'un des mentors qu'il avait, qui était aussi le mentor de Steve Jobs. Je pense qu'une grande partie du succès vient de cela. Les mentors, tout comme moi, je leur suis très reconnaissant. Votre rôle en tant que responsable de l'éducation numérique est crucial, car c'est un grand défi pour moi aussi. J'enseignais le numérique et 90 de mes étudiants, et j'ai eu des centaines, probablement 1000 étudiants pendant mes 10 années d'enseignement. Et ce que j'ai découvert, c'est que tout d'abord, les compétences numériques étaient nulles. Ce n'était pas comme il y a 50 ans, c'est mon âge, mais si vous remontez avant cela. J'ai constaté qu'il n'y avait presque pas de transformation numérique en général, et maintenant, bien sûr, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, donc elle a encore plus peur. J'aimerais donc aborder ces deux points. Parfait, d'accord. alors, eh bien, je peux y aller, je vais commencer par le mentorat. Je suis d'accord, le mentorat est un sujet trop peu abordé. Merci d'avoir soulevé cet aspect important. Je ne serais absolument pas là où je suis aujourd'hui sans les personnes qui m'ont soutenu. Et je pense que nous sommes tous, en quelque sorte, le produit des relations que nous formons, des réseaux que nous construisons. Vous savez, consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas toujours quelque chose de formel. Ce n'est pas juste de se dire, oui, d'accord, tu dois faire partie de mon réseau LinkedIn. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle, c'est de trouver ces personnes qui peuvent vous soutenir, vous guider, vous conseiller, vous soutenir et mettre en lumière vos qualités, vous ouvrir des portes. Donc, vous savez, j'étais extrêmement reconnaissant. Je vais citer quelques-uns de mes mentors. Ils peuvent les voir. Certains d'entre eux, malheureusement, ne sont plus parmi nous.
Mon premier mentor, certainement, donc Nick Short au Royal Veterinary College, m'a vraiment inspiré en me montrant comment un vétérinaire pouvait faire des choses différentes et avoir un impact différent dans le monde. Il avait été le vétérinaire en chef, l'officier vétérinaire principal du Botswana. Il était passionné par la technologie et l'éducation, et il était essentiellement le responsable de l'apprentissage numérique, mais pour le Royal Veterinary College. Il utilisait la technologie de toutes sortes de façons, menait des initiatives mondiales pour rassembler les éducateurs vétérinaires afin d'essayer d'améliorer les choses. Il a donc été une source d'inspiration énorme pour moi, et oui, il m'a mis sur une voie très très chanceuse d'avoir ensuite des mentors fabuleux également à l'université de Surrey. Donc je vais citer Jenny Moffitt, une éducatrice primée, qui m'a vraiment fait comprendre que l'éducation ne doit pas forcément se limiter à être assis dans un amphithéâtre. Ce n'est certainement pas la seule façon d'apprendre. J'étais déjà passionné par l'apprentissage actif. Elle a allumé une flamme en moi en me donnant un cadre et des méthodes pour aborder cela, mais aussi par la façon dont elle parlait aux gens et interagissait avec eux. Ensuite, j'ai eu des responsables hiérarchiques et des mentors formidables. Je dois aussi mentionner Naomi Winston, professeure et directrice de l'Institut d'éducation de Surrey, qui m'a encore une fois donné la confiance nécessaire lorsque j'ai pris un nouveau rôle et évolué dans un autre domaine en tant que responsable de l'apprentissage numérique. Elle m'a soutenu, elle m'a donné les conseils dont j'avais besoin, elle m'a poussé quand il le fallait, elle m'a tiré quand il le fallait aussi, et elle m'a simplement aidé à m'épanouir. Donc, j'ai bénéficié de toutes ces personnes. Ils ont eux-mêmes bénéficié de mentors avant eux. Et ce qui me passionne vraiment, c'est de rendre l'appareil. Je pense qu'en tant qu'espèce, en tant que société, la façon dont nous nous appuyons tous les uns sur les autres, essentiellement, vous savez, la célèbre phrase de être assis sur les épaules des géants, c'est tellement vrai. Et nous faisons tous cela, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans les personnes qui nous ont précédés. Donc je suis vraiment très passionné par le fait de trouver des personnes qui veulent aussi faire une différence. Et je pense que c'est souvent autour d'aligner vos valeurs. L'alignement n'a même pas besoin d'être forcément dans le même domaine. Il s'agit vraiment de se connecter avec eux au niveau humain et de comprendre leurs défis et ce dont ils ont besoin pour prospérer et survivre. Il existe de nombreuses opportunités de leadership où vous pouvez aller apprendre ces compétences. Mais en réalité, j'ai constaté que le mieux est d'aller et de le faire concrètement, jour après jour. Essayez de guider les personnes autour de vous. Essayez d'être un leader, pas seulement un manager, capable d'établir des cultures et des environnements où les gens peuvent s'épanouir grâce à la façon dont vous interagissez avec eux. D'accord, je pourrais vraiment en parler longtemps. L'autre point, c'était l'éducation numérique. Et oui, je comprends tout à fait votre point de vue là-dessus. Tout le monde n'a pas de compétences numériques. Il y a eu un mythe persistant qui a circulé pendant longtemps, et il existe toujours, les gens semblent encore y croire, cette conversation autour des natifs du numérique, des résidents numériques ou des immigrants numériques, un concept qui les personnes nées maintenant ou même dans ce millénaire, qu'elles comprennent la technologie simplement parce qu'elles sont nées dans une année qui commence par un 2. Ce n'est pas vrai, ce n'est fondamentalement pas vrai. Oui, il est vrai que tout le monde a peut-être un smartphone aujourd'hui et que les enfants de nos jours passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont compétents ou capables sur le plan numérique. En termes d'éducation ou de compréhension de la façon de se comporter dans un environnement numérique. Donc oui, j'ai toujours été vraiment passionné par les gens, pour être honnête. Je ne fais pas ce que je fais à cause de la technologie, c'est surtout pour les gens. Et quand on améliore les compétences, quand on éduque, quand on augmente les capacités des gens, que ce soit par le mentorat, la technologie ou autre chose, ils peuvent accomplir davantage. Nous pouvons tous collectivement accomplir davantage et, encore une fois, rendre le monde meilleur. Et puis je dirais aussi que ta passion est incroyable et je sais qu'il n'y a pas que la passion, il y a aussi le travail fantastique que tu fais. Alors, parlons de Keith Mwai. Tout d'abord, qu'est-ce que Keith Paul Eye? Pourquoi ce nom Keith? Et peux-tu nous donner un peu de contexte sur ce que c'est, ce que ça fait? Parce que en partie, ça touche à beaucoup de choses dont tu parles concernant l'éducation numérique, mais c'est un projet assez ambitieux et bien sûr, tu as accompli beaucoup de choses, toi, tes collègues et tes partenaires.
Oui, bien sûr. Donc Keith lui-même, le nom, commençons par là. Alors, Keith, d'après ce que je comprends, je n'étais pas l'un des cofondateurs, je suis arrivé plus tard, mais l'histoire, la légende dans l'entreprise, c'est que le nom Keith a été choisi parce que les cofondateurs voulaient un nom qui soit accessible et amical. Et quelqu'un a décidé, je sais, Keith est un joli nom. Donc Keith lui-même est ce qu'on appelle un rétroacronyme. Ils ont trouvé Keith comme nom, puis ils se sont dit, bon, comment pouvons-nous en faire un mot ou un acronyme qui signifie quelque chose? Donc, si vous allez sur notre site web qui est keith.ai, c'est écrit K-I-A-T-H.ai. Là, Keith est écrit comme Key Evaluation and Assessment Tools Hub, ce qui est plutôt astucieux. Mais ce que nous constatons quand je regarde nos statistiques Google Analytics, c'est que la plupart des gens qui arrivent sur notre site recherchent Keith comme le prénom, et donc, vous savez, cela a causé toutes sortes de défis. Malgré les problèmes, le nom est resté intact. Les gens l'aiment bien, et donc ce qu'est vraiment Keith, c'est, oui, c'est une start-up, une émanation de l'Université de Surrey, avec l'ambition de donner du pouvoir aux éducateurs. Notre objectif principal est de libérer le potentiel du système éducatif des étudiants et le pitch ascenseur que j'ai vraiment pour Keys en tant que produit principal, c'est que c'est un assistant d'évaluation basé sur l'intelligence artificielle. Donc fondamentalement, l'outil essaie d'aider le correcteur quand il a une pile de copies et je peux revenir à une anecdote. En tant qu'enseignant, j'ai de nombreuses anecdotes. Une fois, j'ai dû emporter des copies à corriger dans un avion et les corriger pendant le vol. C'était l'unique moyen de faire toutes les corrections nécessaires dans le temps imparti. Pour mes corrections, je les emportais pour les faire. J'ai estimé qu'il me faudrait 8 heures dans l'avion pour le faire, en travaillant un peu chaque soir ici et sur le trajet du retour. Donc, Keith a essentiellement une intelligence artificielle, notre propre grand modèle de langage conçu sur mesure, donc un grand modèle d'intelligence artificielle pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie. Et ce que nous faisons, c'est que nous créons un modèle sur mesure pour chaque mission qui se présente à nous. Donc notre intelligence artificielle principale ne peut pas faire tout ce que ChatGPT peut faire. Elle ne peut ni écrire de haïku, ni suggérer de recettes. Mais ce qu'elle peut faire, c'est évaluer votre travail et nous passons par un processus de formation de sorte que le modèle, une fois qu'il a été entraîné sur quelques copies, vous pouvez lui donner un travail d'étudiant et vous n'avez alors plus une page blanche pour commencer. Parce qu'un des défis dont vous vous souviendrez de vos jours de correction, c'est que lorsque vous avez corrigé 50 copies et que vous regardez la 51e, peut-être que vous n'avez pas eu votre café ce matin-là, ou alors vous en avez eu trop et vous êtes un peu surexcité. Je m'inquiétais vraiment, c'est sûr, de savoir si je corrigeais cette copie de façon équitable, si je la corrigeais de la même manière que la première copie, ou la 20e, ou la 500e. Et pour nous, je pense que la cohérence est vraiment essentielle. Il est très important que les étudiants, lorsqu'ils reçoivent la note finale, mais aussi le retour qui l'accompagne, que cela ait du sens, que ce soit précis. Donc Keith peut vous aider avec ça. Il peut suggérer des notes pour chacun de vos critères, pour chacune de vos sections, et il peut suggérer un retour très pertinent. Beaucoup plus de retours que vous n'auriez le temps d'en faire, et notre flux de travail est conçu de telle sorte que l'enseignant ne fait pas que valider sans être impliqué, il reçoit cela comme point de départ, il peut ensuite toujours lire le travail, il peut tout modifier, il peut changer les notes, il peut changer les retours, il peut expliquer au modèle pourquoi il a fait ces changements, et cela retourne ensuite dans le modèle pour le rendre encore plus précis. Ainsi, avec le temps, le modèle se rapproche de plus en plus de la façon dont vous aimeriez corriger et peut vraiment faire gagner beaucoup de temps, améliorer la cohérence et augmenter considérablement la quantité de retours et la qualité des retours qu'ils sont capables de fournir. Tout le monde y gagne, en particulier l'étudiant, qui reçoit de meilleurs retours, des notes plus cohérentes et justes. Et l'enseignant y gagne parce qu'il est moins stressé, il a gagné du temps. Ils peuvent consacrer ce temps à des activités plus utiles. C'est un bel accomplissement et vous avez d'ailleurs été mis en avant. L'entreprise connaît une croissance rapide.
Parlez-nous un peu de votre point de vue en tant que start-up et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la façon dont vous êtes passé de la création de ce produit, comme vous venez de le décrire, à la création d'une entreprise et à son développement à l'échelle mondiale, car vous travaillez actuellement au Moyen-Orient, aux États-Unis et dans de nombreux autres endroits. Effectivement, beaucoup de choses avaient débuté avant mon arrivée dans l'équipe. Je peux évoquer brièvement cette période, mais je vous parlerai surtout de mon travail ces 6 derniers mois. Donc l'entreprise elle-même a été lancée à la Chambre des Lords, ce qui n'est pas un mauvais point de départ. Pour une entreprise, en termes de reconnaissance, c'est un bon début et cela a été possible grâce à certains contacts que nos cofondateurs avaient. Nous avons également eu la chance d'être sélectionnés comme participants au Microsoft Starters Founders Hub. Pardon, le Founders Hub pour les startups. Donc c'était essentiellement une excellente rampe de lancement. Nous avons reçu beaucoup de soutien de Microsoft, nous avons suscité beaucoup d'intérêt de la part des gens et reçu le soutien de l'Université de Surrey pour nous aider à nous lancer. À partir de là, il y a eu essentiellement une série d'opportunités d'apprentissage en collaborant avec de nombreuses institutions pour ajuster, affiner et créer des produits et des fonctionnalités au sein de ce produit qui leur permettent de faire ce dont ils ont besoin, ce qui a mené à des investissements nous ayant permis de passer à l'échelle supérieure. Et encore et encore. Et donc nous en sommes à un point où, oui, nous lançons la deuxième version de notre application web qui sortira vers la fin de ce mois. Nous venons également de lancer récemment un nouveau produit appelé Lumen, que vous avez peut-être vu sur YouTube, qui est un axe un peu différent, mais tout aussi intéressant en termes de progrès dans l'éducation. Et oui, cela suscite vraiment de l'intérêt partout. Donc, beaucoup d'essais dans les universités, beaucoup de discussions avec les gouvernements, avec différents départements de l'éducation à travers le monde pour réfléchir à la manière dont l'intelligence artificielle pourrait également donner plus de moyens à leurs enseignants. Donc oui, ça se passe vraiment très bien en ce moment. Eh bien, félicitations, ça c'est vraiment impressionnant. Votre feuille de route actuelle et la croissance et aussi où voyez-vous les plus grandes opportunités pour une start-up comme la vôtre dans le domaine de l'éducation, ainsi que pour les institutions avec lesquelles vous travaillez et collaborez? Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a vraiment des opportunités partout en ce moment. Je pense que c'est une période vraiment intéressante où l'intelligence artificielle existe depuis un certain temps. Au cas où quelqu'un ne le saurait pas, l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Mais elle n'était tout simplement pas dans la conscience du grand public. Donc je suppose que beaucoup de gens repensent encore au lancement de Chat Generative Pre-trained Transformer, comme le moment où les gens se sont vraiment réveillés et se sont dit waouh, d'accord. Generative Pre-trained Transformer en tant que technologie, les grands modèles de langage et ce qu'ils peuvent faire, cela a vraiment poussé les gens à réfléchir à la façon dont l'éducation pourrait ou devrait être différente. Je pense que beaucoup de personnes dans l'éducation numérique avaient supposé que la Covid, la pandémie aurait peut-être incité les gens à adopter des formes d'éducation plus numériques, et cela a eu un impact important à travers le monde dans de nombreux systèmes différents. Beaucoup de L'éducation est passée en ligne très rapidement, souvent dans la précipitation, et peut-être pas aussi bien que cela aurait pu être fait, mais d'innombrables leçons ont été tirées. Cependant, je pense qu'il est assez sûr de dire que, même si de nombreux domaines ont adopté ce changement, certains sont revenus à leurs anciennes méthodes. Donc, je vois presque que la vague d'intelligence artificielle qui a suivi cela a été vraiment une seconde sonnette d'alarme qui montre qu'il y a effectivement des éléments fondamentaux en matière d'éducation qui doivent être différents et l'éducation, je pense, à tous les niveaux, offre toujours des opportunités pour l'améliorer. Et meilleur est un terme, je suppose, très vaste et large. L'éducation, je pense, peut être plus personnalisée, elle peut être réalisée de manière plus efficace, elle peut être plus amusante qu'elle ne l'a forcément été. Et donc, vous savez, les choses que nous examinons en particulier, nous, en tant qu'entreprise, ciblons principalement les universités en ce moment, donc nous nous concentrons sur l'enseignement universitaire, en partie à cause de l'échelle, de l'étendue, du contexte que nous avons dans ce domaine. Mais je pense que l'éducation, avant cela, dans les écoles, dans les collèges, il y a énormément d'opportunités là-bas pour rendre les choses plus faciles pour les éducateurs et les responsables dans le processus et, encore une fois, la rendre plus agréable et aussi, je suppose, offrir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie.
Il existe de nombreux prestataires d'éducation et systèmes éducatifs où nous pouvons exploiter la puissance de la technologie, de l'intelligence artificielle des matières. Les experts doivent rester au cœur du processus et ne jamais être exclus. Leur présence est indispensable. Je pense qu'il y a vraiment de nombreuses opportunités pour nous et pour les autres éducateurs dans ce domaine d'améliorer continuellement la façon dont l'éducation est dispensée, quel que soit votre âge. Pour rebondir là-dessus, tout d'abord, je pense que des entreprises comme la vôtre, je dirais que l'éducation est le secteur qui va être le plus transformateur à mesure que nous entrons dans la prochaine étape de la société de l'intelligence artificielle. Disons-le comme ça, et c'est certain que nous allons avoir, comme vous l'avez mentionné, une éducation continue avec les institutions actuelles, mais aussi de requalification et d'autres domaines. Je sais donc que vous êtes un expert dans plusieurs domaines, de l'enseignement vétérinaire à la formation professionnelle. Comment voyez-vous l'éducation technologique des startups? C'est l'un des plus grands défis, selon moi, que je rencontre moi-même, même avec mon équipe qui produit ce podcast, ainsi que les personnes que je dirige, de mes enfants à d'autres personnes. Il y a un grand défi en termes de compréhension. D'abord, de comprendre qu'il faut apprendre en continu, c'est un gros problème, d'accord? Et ensuite, que l'intelligence artificielle vient juste de commencer et qu'elle va être beaucoup, beaucoup plus disruptive. Et bien sûr, cela va bouleverser nos cadres mentaux à de nombreux niveaux. Donc, vous êtes préparé à cela. Oh, vous développez des technologies pour cela, mais il faut sensibiliser davantage car de nombreuses universités n'y sont pas préparées. Et je vais juste conclure sur l'un des plus grands problèmes que je constate. Il y a encore beaucoup d'universités qui essaient de lutter contre l'intelligence artificielle, ce qui est un peu ridicule. Mais je pense qu'il faut d'abord comprendre l'intelligence artificielle, mais ensuite la combattre est un peu, je dirais, presque suicidaire. Bon, cela crée aussi beaucoup de problèmes, car ces réserves autour de l'intelligence artificielle provoquent un effet boule de neige avec beaucoup de problèmes, où les gens commencent à créer des mythes. Et cela engendre également de nombreux problèmes liés à l'obésité numérique, parce que tout le monde passe des heures et des heures devant des appareils. Non, la plupart des gens ont l'intelligence artificielle intégrée dans leur vie, mais continuent à s'en méfier et à lutter contre elle. Ce paradoxe fait partie de notre réalité actuelle, mais j'aimerais en discuter avec vous. D'accord. Et là, il y a tellement de domaines là-dedans qui, oui, résonnent vraiment avec moi. Donc, euh, je pense qu'il y a, oui, beaucoup, beaucoup de défis avec l'intelligence artificielle, mais il y a des défis avec n'importe quel outil. Et si on le considère simplement comme un outil, on peut dire que c'est une arme à double tranchant, peu importe ce que c'est. Chaque fois qu'il y a des changements dans la façon dont nous, en tant qu'espèce, fonctionnons, dans la façon dont nous habitons cette planète et dans ce que nous faisons, il y aura des défis, il y aura des opportunités. Et donc, j'ai entendu tellement d'analogies et de métaphores autour de cette époque de l'intelligence artificielle, de cette révolution. Je suis un grand fan des métaphores en tant qu'accroche pédagogique pour amener les gens à réfléchir et à transmettre des messages d'un cerveau à l'autre. Donc, il y en a certaines que j'aime beaucoup, comme celle de la révolution industrielle et du déploiement du métier à tisser, qui a mis beaucoup de gens au chômage et a entraîné un déplacement massif de l'emploi d'un secteur à un autre. Mais les choses ont changé pour le mieux, créant de nouveaux emplois en conséquence. On pourrait tout aussi bien avancer rapidement jusqu'à la calculatrice électronique, qui est une métaphore souvent utilisée dans ce domaine, je pense, pour essayer de réfléchir à la façon dont nous enseignons et évaluions avant cela. Donc, par exemple, un examen de maths avant la calculatrice électronique, aujourd'hui ce serait risible et ce serait vraiment, vraiment facile parce qu'il s'agissait probablement de beaucoup de tables de multiplication et de choses que l'on pouvait résoudre avec une règle à calcul. Quand la calculatrice électronique est arrivée, certaines personnes ont essayé de l'interdire pendant un certain temps, mais ensuite ils se sont rendus compte qu'en fait, pourquoi ne pas donner la calculatrice électronique aux élèves et dire, en fait, dans votre examen de maths, vous devez l'avoir, et ce que nous allons faire, c'est rendre les questions beaucoup plus difficiles, parce que dans le monde réel, ils auraient une calculatrice. Il faut changer vos attentes. Et je pense que cela se produit lentement avec l'intelligence artificielle, plus lentement que ce que j'aimerais, où les gens commencent à réaliser qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, les gens peuvent à tout moment aller chercher ces informations.
Il y a évidemment quelques situations limitées où vous ne pouvez pas aller chercher quelque chose sur Generative Pre-trained Transformer ou d'autres outils d'intelligence artificielle disponibles. Et donc là où nous devons en arriver, c'est à rendre cela plus difficile, à rendre les évaluations que nous faisons plus difficiles, en supposant que les étudiants vont avoir ces outils et qu'ils vont les utiliser, et donc il faut placer la barre encore plus haut. Parce que je pense que oui, c'est là qu'il y a un vrai danger pour les universités qui essaient d'ignorer cela et qui sont en train de faire semblant que cela n'est pas arrivé. Elles rendent un mauvais service à leurs étudiants. Quand ces étudiants entreront dans le monde du travail, ils seront laissés pour compte s'ils n'utilisent pas certains de ces outils potentiellement. Une citation que j'ai aimée et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux disait: Vous ne perdrez pas forcément votre emploi à cause de l'intelligence artificielle, mais vous pourriez le perdre au profit de quelqu'un qui l'utilise. Alors soyez cette personne qui utilise ces outils et ces compétences afin de faire ce que vous pouvez. Je suppose qu'il y a un autre nom que j'aimerais mentionner ici. C'est quelqu'un à qui j'ai sans vergogne emprunté une diapositive qu'il avait présentée. Nous avons donc eu un intervenant fantastique qui nous a rejoint à l'université de Surrey, le professeur, maintenant professeur, Phil Dawson. C'est vraiment un excellent penseur en matière d'évaluation et d'intégrité. Et ce que cela signifie, il a vraiment poussé la réflexion sur l'intelligence artificielle, ce que cela implique. Il avait une très belle diapositive qui m'est restée en tête jusqu'à maintenant. En gros, il est venu, vous savez, en 2021-2022, quelque part par là, il nous a présenté sur le thème de tout ce que vous avez vu avec l'intelligence artificielle jusqu'à présent. C'est le moment où elle est la moins performante qu'elle ne le sera jamais. Ça ne va faire que s'améliorer. Tout ce que vous pensez qu'elle ne peut pas faire maintenant, ne fondez pas une politique là-dessus. Parce que d'ici l'an prochain, le mois prochain, la semaine prochaine, elle pourra le faire. Et c'est l'un des plus grands défis pour nous tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation avec cela. Nous ne pouvons voir ni où cela va, ni à quelle vitesse cela va se produire. Mais nous savons que nous allons probablement le sous-estimer. Et donc oui, nous devons préparer les gens à l'avenir du travail, où c'est incertain, mais il est probable qu'ils devront conserver leur esprit critique, leurs compétences relationnelles, et être capables d'intégrer des technologies comme celle-ci dans ce qu'ils font. Eh bien, je suis entièrement d'accord. J'adore ta formulation. En fait, bien sûr, je travaille avec des personnes comme Ben Corsley, hein, qui a créé cette démo, et aussi Sophia, hein, qui l'a co-créée. Et comme tu l'as dit, nous avons 5 ans d'avance, enfin probablement 5 ans en 2025. D'ici 2030, nous aurons potentiellement des humanoïdes qui intégreront tous ces agents d'intelligence artificielle et auront des personnalités, et ils feront partie de nos vies. Donc, je vais droit au but. Non, ceci c'est la première d'une série d'entretiens que je veux faire avec toi. Donc, je pense qu'ici, c'est là que ça commence. Donc, en tant qu'éducateur et technologue, et je pense que tu as aussi une relation avec les animaux qui est très spéciale, comment vois-tu cela? Je pense que le défi en ce moment, il y avait quelque chose de fantastique. Je vais citer quelque chose de très intéressant que ton professeur a mentionné, qui lui a été dit par un ami à moi. Que d'un côté, je pense que parfois, quand tu résumes quelque chose à laquelle tout le monde pense, mais que les gens n'abordent pas complètement, donc ça vient en fait d'Antara Viena Santa. C'est en fait une amie et aussi une penseuse très reconnue dans les domaines de l'accessibilité et de la transformation numérique centrée sur l'humain, et elle a dit quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est crucial. Ainsi, de nombreuses technologies que nous créons actuellement vont avoir, comme vous l'avez dit, il y a eu la révolution industrielle et quand on regarde ces domaines dans cette révolution, nous avons aussi beaucoup de défis que nous devons réellement relever pour maintenir le rythme de notre innovation dans notre société. En réalité, nous avons besoin d'une infrastructure bien plus vaste qui, ironiquement, ne peut pas être mise en place par des humains. Par exemple, il y avait environ 400 000 emplois ou 350 000, quelque chose comme ça, mais ça concerne en quelque sorte des entrepôts et des infrastructures que les gens ne voulaient pas ressentir. Donc c'est un paradoxe, parce que, et bien sûr, vous faisiez partie de certaines universités de premier plan.
c'est que ces universités enseignent certaines choses qui ne sont pas pertinentes pour notre monde. Ensuite, nous avons une requalification continue, puis vous avez l'intelligence artificielle, et nous allons avoir l'intelligence artificielle générale, et certains disent que nous l'avons déjà. Même dans mon travail avec l'intelligence artificielle générale, ou du moins avec des agents intelligence artificielle, je vois déjà une forme de sentience ou de sentience linguistique, disons-le comme ça, et certains grands modèles de langage qui créent des problèmes pour les développeurs et pour nous. Alors, comment voyez-vous cela? Et aussi, tout d'abord, comment pouvons-nous garder le rythme de l'espoir et ne pas se perdre, surtout parce que vous êtes dans l'éducation, mais aussi, je pense que le plus gros éléphant dans la pièce, c'est que les gens doivent être prêts à être continuellement perturbés. Parce que si vous regardez, même jusqu'à la quatrième révolution, vous auriez encore, en une décennie, le changement. Et en fait, il a surtout changé en Europe et aux États-Unis. Donc, il n'a pas changé dans le reste du monde. Il y avait encore des tribus et beaucoup de choses différentes. Je veux juste souligner cela et je... C'est que c'est. Ouais, une question complexe, mais vous êtes la bonne personne pour y répondre. Oh oui, c'en est une. C'est une question complexe. Et j'adore ça. J'aime les questions complexes. Et donc, une des choses que j'ai toujours essayé d'enseigner à mes étudiants quand j'étais enseignant en médecine vétérinaire, euh, et encore aujourd'hui, c'est d'être à l'aise et de s'habituer à la disruption, euh, et d'être capable de faire face et de s'adapter. Je pense que c'est une compétence très recherchée en ce moment. S'il y a des fans de Star Trek qui regardent, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Donc, il y a une simulation que j'ai découverte dans l'univers de Star Trek, appelée le Kobayashi Maru, et c'est une simulation que les officiers de Starfleet devaient passer, où essentiellement ils sont placés dans une simulation où ils commandent un vaisseau, et c'est ce qu'on appelle un scénario sans issue. Peu importe ce qu'ils choisissent de faire dans ce scénario, qu'ils combattent les Klingons ou qu'ils essaient d'évacuer la situation, ils perdent toujours. C'est tout l'intérêt du scénario n'est pas de voir s'ils peuvent gagner, et le capitaine Kirk trouve un moyen de tricher, ce qui n'est pas le but, mais tout l'intérêt est de voir comment ils font face à l'échec, comment ils arrivent à se relever, à apprendre et à s'adapter, et cela a vraiment résonné en moi. J'ai essayé d'intégrer cela dans l'enseignement vétérinaire. J'ai vu des exemples dans l'enseignement médical où des scénarios sont créés qui sont sans issue et où les gens ne peuvent pas gagner. Si je pense que nous pouvons tous arriver à un point, et c'est un grand si, où nous sommes plus à l'aise avec le changement, parce que le changement est la seule constante en ce moment. Il n'y a presque rien qui soit fixe, tout va changer. Et donc, être capable d'aller avec le courant, de s'adapter rapidement, je pense que c'est de plus en plus une compétence que les gens vont rechercher et vraiment valoriser. Si vous pouvez le faire, je pense que cela va aider avec euh, le stress, les défis de santé mentale, et que ce genre de choses peut provoquer de l'anxiété liée au changement, ce qui peut être paralysant. Donc, je pense que oui, si en tant que société, nous sommes capables de favoriser cela, beaucoup d'institutions avec lesquelles j'ai travaillé, comme les universités traditionnellement, et beaucoup d'autres types d'institutions, ne sont pas toujours conçues pour cela parce que beaucoup de choses n'en avaient pas besoin. Mais je recommanderais fortement que les structures que nous mettons en place, euh, la façon dont nous pouvons aller vers plus d'agilité, plus de flexibilité, cela portera toujours ses fruits à l'avenir. Donc, vous êtes très positif. Et regardons le côté négatif. Je pense que nous sommes dans une situation où, pendant que nous parlons, j'interviewe ici en fait un universitaire qui est l'un des principaux universitaires du secteur. Et une des choses qu'il a dites et dont je me souviens toujours, c'est que le problème, ce ne sont pas les choses, ce sont les humains. Alors, comment voyez-vous l'éléphant dans la pièce à ce niveau-là? Parce qu'en ce moment, nous avons, vous savez, même l'intelligence artificielle qui peut d'une certaine manière, traduire un chat ou un chien. Et le langage de cela, donc comme vous l'avez dit, tout ce à quoi nous ne pensons même pas va arriver et nous allons avoir des robots pour le sexe, des robots pour beaucoup de choses différentes. Mais j'aimerais juste entendre un peu de ce point de vue-là vos remarques parce que c'est un élément clé pour vous, d'accord? Donc, je suppose que oui, les aspects négatifs, je suis
bien conscient, je suis un optimiste inlassable. Je me considère comme un optimiste sceptique, donc j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Je vois le bon côté de tout. Ce qui, je pense, est une façon d'avancer dans la vie. Ça me plaît, mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de moi. Il y a des risques, il y a des défis, il y a, vous savez, des problèmes, comme je l'ai dit auparavant. C'est une arme à double tranchant. L'intelligence artificielle ouvre la boîte de Pandore à certains égards, et il n'a jamais été aussi facile, par exemple, avec toutes les recherches et les articles que l'on trouve pour les étudiants de tricher, par exemple. Cela a démocratisé cette possibilité. Maintenant, ce ne sont plus seulement les étudiants riches qui peuvent se permettre de payer quelqu'un pour écrire leur dissertation. Tout le monde peut maintenant demander à une intelligence artificielle d'écrire une dissertation pour lui, donc il a fallu repenser ce que nous évaluons et comment nous l'évaluons. Je ne pense pas que ce soit forcément négatif. Certains de ces défis existaient déjà auparavant. Il y a aussi beaucoup de choses qui émergent avec l'intelligence artificielle où, en réalité, le problème n'est pas l'intelligence artificielle, mais les humains impliqués dans le processus. Certaines des premières choses que j'ai vues à ce sujet concernaient même, par exemple, les examens surveillés par intelligence artificielle, notamment pendant la période du Covid. Essayèrent de passer des examens en ligne avec une caméra pointée sur eux et il y avait un biais racial lié à la couleur de peau de l'étudiant, ce qui influençait directement la fréquence à laquelle ils étaient signalés comme trichants. Ainsi, les étudiants à la peau noire étaient signalés beaucoup plus souvent comme trichants ou détournant le regard, simplement parce que ce logiciel avait été entraîné principalement sur des étudiants blancs. Il existe d'autres exemples concernant l'intelligence artificielle essentiellement, la base d'entraînement étant assez raciste. Donc, si vous demandiez à une intelligence artificielle génératrice d'images de créer une image d'une grand-mère en train de faire un gâteau, d'abord, elle propose une grand-mère blanche qui a l'air très gentille dans sa cuisine. C'est un peu l'image classique. Si ensuite vous changez subtilement cela et que vous demandez une grand-mère noire, exactement le reste de l'invite reste le même. Les images générées ne la montreront pas dans sa cuisine, mais dans une cuisine professionnelle, avec une tenue de cuisine professionnelle, en train de cuisiner pour quelqu'un d'autre. Et ce biais vient de quelque part. C'est le même principe pour tout processus qu'on traverse. Donc, si on met n'importe quoi, on obtient n'importe quoi en sortie. Nous en sommes de plus en plus conscients. Nos propres insuffisances quand nous avons agi comme nous l'avons fait. Un autre exemple, c'est donc certains systèmes de recrutement. Je ne me souviens plus de l'entreprise. Je crois que c'était une très grande où ils ont demandé à l'intelligence artificielle de recruter leur prochaine vague de personnel et ils se sont rendus compte qu'elle recrutait encore les mêmes types de personnes parce que les gens qu'ils avaient recrutés auparavant étaient tous d'une certaine classe, d'un certain milieu, avec un certain niveau d'éducation, souvent une certaine couleur de peau. Donc, l'intelligence artificielle a simplement supposé que c'était ce que vous vouliez, parce que c'est ce qu'elle avait vu. Nous avons le même défi, même chez Keith, donc nous essayons souvent de créer des systèmes où nous pouvons vraiment bien corriger, bien noter les copies, rédiger de très beaux retours. Cependant, si les données d'entraînement sur lesquelles nous nous basons est également incohérente et peut-être pas toujours rédigée de la meilleure façon en termes de retour ou de meilleurs exemples, alors l'intelligence artificielle sera biaisée dans un sens. Donc c'est un défi, mais ce que j'aime, ce sont les défis. Je pense que les défis sont l'une des choses qui me motivent à me lever le matin. Si nous n'aimions pas les défis en tant qu'espèce, je pense que nous serions tous encore en train de nous cacher au fond d'une grotte devant des tigres à dents de sabre. Donc, nous pouvons y arriver. C'est juste une nouvelle chose à laquelle nous allons faire face, et nous trouverons des moyens d'atténuer cela. Je ne veux juste pas que des gens soient blessés en chemin. J'adore ça et j'aime aussi le fait que je pense que si on n'a pas de défi, on n'évolue pas. Et au final, c'est nous qui construisons l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais d'abord te remercier. Il y a beaucoup plus de questions, comme je l'ai dit. Ceci est la première partie. Donc, Dr. Chris Trace, je suis très reconnaissant pour ton inspiration et aussi ta passion, parce que j'en ai besoin, nous en avons besoin. Et l'une des choses sur lesquelles je vais me concentrer beaucoup plus dans cette série,
c'est l'éducation et l'intelligence artificielle. C'est une passion pour moi et je pense que c'est en train de devenir une obsession. Donc, je pense que la meilleure façon de changer le monde, c'est de nous changer nous-mêmes, de nous éduquer. Et comme un ami à moi le dit, l'éducation, c'est le pouvoir si on l'utilise bien. Donc, Chris, un dernier mot si tu veux partager un peu plus sur toi, sur Kif, où te trouver, et un dernier message pour notre public aussi. C'est incroyable. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir discuter comme ça, simplement, honnêtement. Et le fait que ce soit enregistré et partagé, c'est encore mieux, parce que je pense qu'on a besoin de passion. Je pense qu'on a parfois besoin d'un peu d'optimisme autour de tout ça. Bien sûr, pour en savoir plus sur Keith, rendez-vous sur notre site web où vous trouverez des liens et des informations supplémentaires. Allez simplement sur un navigateur et tapez keath.ai pour accéder à notre site web. Sur notre site web, vous trouverez des liens vers notre nouveau produit, Lumine. Donc lumin.ai. Et ça, c'est vraiment une toute autre histoire. Donc, ce que Lumen représente, c'est un système agentique d'intelligence artificielle. C'est donc un système de gestion de l'apprentissage, mobile en priorité, où nous utilisons l'infrastructure principale de Keith afin de pouvoir évaluer le travail. Mais nous sommes allés au-delà de cela. Nous pouvons donc également générer des évaluations personnalisées et ludiques pour les élèves et mettre ce pouvoir entre les mains des éducateurs en ciblant particulièrement les écoles. Ah oui, si quelqu'un est intéressé par cela ou par Keith, contactez-nous sans hésiter. Nous sommes présents sur LinkedIn, Twitter et de plus en plus sur Instagram. Vous pouvez nous trouver et vous inscrire pour rejoindre notre aventure. Oui, j'ai hâte qu'on soit tous sur ce bateau en espérant ramer dans la bonne direction. Je suppose que mes derniers mots seront simplement empreints d'un optimisme retentissant, à savoir que je me considère incroyablement chanceux d'être en vie en ce moment, à cette époque de grands changements. Voir tout ce qui nous entoure et tout ce qui se transforme et change, je trouve ça absolument incroyable. J'espère que nous saurons tous apprécier cela. Merci beaucoup, Dr. Chris, et bravo pour votre excellent travail. Nous mettrons tous les liens que vous avez mentionnés afin que vous puissiez les voir sur n'importe quel canal par lequel vous nous écoutez. Continuez votre excellent travail et votre inspiration. Merci infiniment.